Bangui, la capitale gabonaise, abrite depuis hier un atelier sur la réglementation de l'exploitation airpass de l'ANAC. Les acteurs du secteur aérien échangent sur l'utilisation des drones au sein des unités opérationnelles. Le testament, document personnel pour les défunts, est-il connu ou légal dans certaines circonstances en vue du respect de la dernière volonté du défunt? La question sera évoquée dans un instant. Deuxième rendez-vous de la semaine du journal de la mi-journée sur Gabon Première. Bienvenue à nos chers téléspectateurs de l'arrière-pays. Mesdames et messieurs, bonjour. On démarre par cette cérémonie de présentation de lettres de créance au palais présidentiel. L'événement était présidé par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema. 5 chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon sont venus présenter officiellement leurs documents, les établissant comme ambassadeurs de leurs pays respectifs. Aline Dila, Bartel Bois et Roland Rogombe pour les détails. La cérémonie de l'aide de créance ici à l'esplanade du CTR et du palais présidentiel atteste de la vitalité de la diplomatie gabonaise. Tapis rouge, honneurs militaires et hymnes nationaux pour conduire auprès du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligingema, ses chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon au nombre de 5 au total. Le premier à ouvrir le ballet diplomatique, son Excellence Miguel Grisbach de Pereira Franco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil près la République gabonaise avec résidence Libreville. Né le 21 janvier 1966 à Rio de Janeiro au Brésil, le plénipotentiaire est détenteur de plusieurs diplômes et a occupé le poste de chargé d'affaires à Bamako et à Kinshasa. Le deuxième a présenté ses lettres de créance et l'ambassadeur Vela Galetti Samuel David Surendra, haut commissaire de la République de l'Inde près la République gabonaise avec résidence Libreville, est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires. Les relations entre le Gabon et l'Inde sont au beau fixe, l'atteste par la présence sur le sol gabonais d'une forte population indienne, car étant partenaire commercial avec notre pays et disposant d'un partenariat multiforme plus approfondi des mines, des infrastructures et du bois. Un autre a présenté ses lettres de créance, son Excellence Paolo Cosita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République gabonaise avec résidence Kinshasa en République démocratique du Congo, est né le 2 janvier 1975 à Kampobo en Zambie et détenteur d'une licence en informatique obtenue à l'Université de Greenwich au Royaume-Uni. De 2021 à ce jour, le plénipotentiaire a occupé la fonction de directeur au siège national de Lusaka. L'avant-dernier a présenté ses lettres, son Excellence Alain-Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise, est né en 1966 à Bruxelles. Entré dans la carrière extérieure du service public fédéral Affaires étrangères en novembre 2000, le diplomate belge accrédité au Gabon avec pour résidence Yaoundé a été respectivement de 2000 à 2024 ambassadeur près la République algérienne démocratique et populaire à Alger, en République du Cameroun, en République gabonaise, en République de Guinée équatoriale et en République centrafricaine. Le dernier à clore ce ballet diplomatique est son Excellence Laurent Andefri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République gabonaise avec pour résidence Abuja en République fédérale du Nigeria, est détenteur d'un master en études hispaniques et d'un master en littérature et linguistique britannique et américaine obtenus à l'université de Pécs. Né le 10 février 1971, il est marié et père de 3 enfants. Il faut souligner qu'avant la présentation de lettres de créance au président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, comme devait le protocole diplomatique, 3 diplomates ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, confirmant leur nomination comme ambassadeur accrédité chez la Ballet et Gérard Miindou. Ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï,
patron du département, a reçu, dans un premier temps, son Excellence Paulou Kosita, haut commissaire de la République de Zambie près la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa, en RDC. Au cours des échanges, la présentation des copies figurées de sa mission diplomatique au Gabon. Ensuite, le tour est revenu à son Excellence Alain Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise avec résidence au Cameroun. Avec le membre du gouvernement, il était question également de la présentation des copies figurées de son accréditation au Gabon comme ambassadeur. Enfin, son Excellence Laurent Andréfi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie près la République gabonaise avec résidence à Abuja au Nigeria. Le diplomate a présenté au ministre des Affaires étrangères les copies figurées marquant le début de sa mission diplomatique dans notre pays. Le patron de la diplomatie gabonaise a exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée de ces nouveaux représentants des pays amis et a réitéré son souhait de voir ces relations diplomatiques se renforcer davantage. Parlons intégration sous-régionale avec la nouvelle pensée africaine au centre d'une rencontre internationale qui s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun. Des experts en économie, des chercheurs, des scientifiques africains y ont pris une part active. Il était question pour ces experts du continent de mieux échanger sur les défis du XXIe siècle. Le Gabon a été représenté par le professeur Grégoire Biogé. Patricia Lidimouele nous fait le point de cette actualité. Le 22 février dernier restera une date marquante dans l'histoire de l'intégration sous-régionale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema et Théodore Obiang Nguema Bazogo ont officiellement lancé la première phase du réseau d'interconnexion électrique de 20 kV reliant leurs deux nations, symbolisant une avancée majeure dans la coopération énergétique bilatérale. Ce projet structurant initié il y a une dizaine d'années a pour objectif d'électrifier les localités du nord du Gabon, situées dans la frontière avec la Guinée équatoriale. Il concerne en particulier les villes gabonaises de Bitam, Oyem et Médouneux, ainsi que leurs homologues équato-guinéens, Mongomo, Akournam et Bibiyin. Dans cette première phase, l'accent a été mis sur la construction de la ligne moyenne tension et Bibiyin-Bitam, accompagné des infrastructures et équipements techniques nécessaires à son bon fonctionnement. L'interconnexion constitue une avancée stratégique ouvrant de nouvelles perspectives pour la population locale, tant en matière de développement économique que d'amélioration des conditions de vie. Au-delà de l'aspect technique, cette initiative traduit la volonté des deux États de renforcer leur partenariat historique et de poser les bases d'une intégration sous-régionale plus dynamique. La mise en service de ce réseau permettra au Gabon d'importer jusqu'à 10 MW d'électricité depuis la Guinée équatoriale, un apport énergétique essentiel qui devrait générer des économies substantielles estimées à environ 9 milliards de francs CFA. Ce projet illustre ainsi la coopération fructueuse entre les deux nations et témoigne de leur engagement commun en faveur d'une gestion optimisée des ressources énergétiques dans un esprit de solidarité et de développement durable. Voilà, c'était donc une analyse de Sheila Mebalé en marge de la tenue à Libreville du 24 au 27 février de la 3e Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire. Le ministre des Sports a reçu respectivement hier après-midi son homologue du Cap-Vert et le président de la Fédération africaine du sport scolaire. Les détails avec Charles Ogoula et Eric Kassa. L'hospitalité légendaire de la capitale gabonaise en évidence pour accueillir la Fédération africaine du sport scolaire. Patrick Barbera Isaac et son homologue capverdien ont échangé sur leurs politiques respectives en matière de sport et de jeunesse dans leurs différents pays. On a parlé avec les défis des deux pays dans la jeunesse et le sport, les défis qu'on partage. On a parlé de l'Assemblée générale du FAS, de l'opportunité de développer le sport scolaire, mais aussi pour renforcer l'identité qu'il faut travailler dans tous les pays du continent.
Le président de la Fédération africaine de sport scolaire est venu avec son bureau directeur présenter au ministre des Sports la vision de la FAS. Nous sommes ravis que le gouvernement du Gabon a accepté la tenue de cette assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire ici. La qualité de l'accueil est exceptionnelle. La Fédération africaine du sport scolaire, son premier objectif, c'est la promotion et le développement du sport scolaire dans le continent africain, particulièrement dans les pays membres de la Fédération africaine du sport scolaire. Elle a un rôle de catalyseur. Il joue aussi le rôle d'essimage, de bonne expérience, parce que comme nous le savons, il y a une disparité en termes de gestion et de pratique du sport scolaire dans les pays africains. La Fédération africaine de sport scolaire existe depuis 2018 et compte 44 pays membres. On poursuit ce journal avec l'ouverture à Libreville d'un atelier de formation des enseignants en technopédagogie à l'Université numérique du Gabon. Les enseignants acteurs de cette formation vont s'imprégner des mécanismes de l'apprentissage en ligne. Les détails avec Léa Bifan et Pierre Claver est là. La technologie prend ses marques dans l'enseignement supérieur à travers cette formation en technopédagogie. L'enjeu étant de repenser l'apprentissage et de fournir des compétences permettant aux enseignants d'intégrer les technologies dans leur pratique pédagogique. Le but ultime étant d'améliorer la qualité de l'enseignement et de répondre aux attentes de nos étudiants qui évoluent dans un monde numérique en perpétuelle mutation. L'État gabonais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, s'engage pleinement dans cette révolution académique. Il est de notre devoir, en tant que responsable de l'éducation, de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans cette transformation. Cette formation qui implique des contenus spécifiques va permettre aux universitaires de redéfinir leur rôle dans un milieu où le numérique devient une exigence. C'est une formation qui s'inscrit dans les missions régaliennes de l'Université numérique du Gabon, c'est-à-dire l'accompagnement progressif des établissements de l'enseignement supérieur du Gabon dans l'inclusion du numérique dans les offres de formation. Donc ce programme est structuré à travers différents modules spécifiques, notamment les aspects liés à la conception des cours en ligne, le tutorat, la scénarisation des cours en ligne, la configuration. La formation que ces enseignants vont suivre en ce moment va leur permettre de faciliter l'apprentissage pour nos futurs étudiants. Faciliter l'apprentissage dans le sens où quelqu'un pourra être, quel que soit l'endroit où il soit, pouvoir suivre ses cours, suivre ses enseignements, être évalué. Ça permettrait également, dans ce sens, de gérer ce qu'on appelle la massification. Enseignants et chercheurs sont donc à l'épreuve de perfectionnement de la formation en ligne pour optimiser leur rendement et se mettre au rythme des technologies de l'intelligence artificielle. Direction dans le Septentrion, construit en périphérie nord de la ville d'Oyem et inauguré par le président de la transition le week-end dernier, le centre de santé de Zangon à la dimension d'un hôpital moderne avec toutes les commodités. Allons-y à la découverte de cette structure sanitaire avec Daniel Bouka et Chélie Manéa. Inauguré par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, qui avait à ses côtés son épouse et Raymond Dansima, le chef de gouvernement de la transition. Le centre de santé Dr Toussaint Engonga Bekale, du nom d'un ancien médecin et fils du canton Kié, représenté par sa famille ici, est une œuvre architecturale innovante réalisée par une entreprise gabonaise. Cette structure sanitaire de proximité est composée d'une salle de soins, une salle de petite chirurgie, une salle d'accouchement, une pharmacie, 3 salles d'hospitalisation, 2 salles d'observation pour une capacité totale de 23 lits, un laboratoire, un bureau de médecin-chef, une salle de repos pour le personnel médical et une salle de réunion. D'une même voix, le ministre de la Santé et le curé de Saint-Basile de Grand-Oyem ont salué le fruit d'un engagement du président de la transition. Ce moment est d'autant plus symbolique qu'il marque la matérialisation de la vision ambitieuse
de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, vous qui avez placé l'amélioration de la santé publique et l'accès aux soins au cœur des priorités de votre action. Vous avez déjà reçu le signe de Dieu. Dites seulement une parole et nous serons guéris. Voyez ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. La conception de ce projet a été inspirée par la forme du cacao, fruit dont l'exploitation a fait jadis les années d'or du Wellington. Les choix techniques reflètent la volonté du chef de l'État à concilier modernité et responsabilité écologique. D'autres PME, Prodige BTP et Géotech, étaient aux côtés de Code Casa, par ailleurs sponsor officiel du club de football AS d'Ikaki dans l'Angounier. Voilà, on parle toujours santé, véritable ballon d'oxygène pour les populations de la commune de Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Le centre de santé de cette localité s'est vu renforcé en matériel médical pour répondre aux besoins des communautés rurales. Le reportage est signé Patricia Lydie Mouelet. Microscope, test pour paludisme, kit pour nouveau-nés et des médicaments pour le centre de santé de Ndjolé. Du matériel médical qui vient ainsi soulager les populations qui auparavant étaient contraintes de rallier Lambaréné pour les premiers soins. Désormais, les examens médicaux s'effectueront sur place, une option rendue possible par les donateurs. Si nous avons choisi le centre médical de Ndjolé pour ce don, c'est parce que le centre médical représente la plus grande structure médicale de la région. Et nous avons fait ce don dans le cadre de notre politique RSE, qui consiste à être au plus proche des populations dont la santé est la priorité aujourd'hui. Une action importante qui permet aujourd'hui une meilleure prise en charge des patients et cadres avec la vision des plus hautes autorités. Nous sommes à mesure de faire tous les bilans de chimie, tous les bilans biologiques. C'est vraiment une bonne chose. L'acte proposé ici rentre dans la vision de Monsieur le Président de la Transition, Président du chef de l'État, le général de brigade, vice-secrétaire pour le Guinguément, qui a la vision d'améliorer le cadre de travail des personnels de santé pour une meilleure prise en charge des malades. La médecine de proximité doit prendre forme. Notre essor vers la félicité sanitaire passe par une meilleure santé des populations. Car tout développement ne peut s'opérer avec une population affaiblie par la maladie. Remerciant les donateurs, les responsables administratifs souhaitent donc la pérennité de cet acte pour le bien-être de tous. Ce matériel de haute technologie que vous recevez aujourd'hui nous fera énormément plaisir, non seulement pour les populations de Ndjolé, mais également pour tout le monde qui sera dans le besoin et qui sera, n'est-ce pas, usagé au centre médical de Ndjolé. La cérémonie a donc vu la participation des autorités administratives du département et des populations de Ndjolé qui se réjouissent de ce véritable ballon d'oxygène. La santé mentale également au menu de ce journal. Pendant plus d'un mois, une vaste campagne de sensibilisation sur la santé mentale a mobilisé l'association ANAS, le ministre de la Santé, les acteurs culturels à travers tout le Gabon. De Libreville à l'intérieur du pays, des équipes sont allées à la rencontre des populations dans les carrefours, dans les quartiers et même dans les établissements scolaires à l'effet de sensibiliser. Plus d'explications avec Ruth Mignolet-Sanzo Roméo Lembimi. C'est au centre hospitalier de Mélène, établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles mentaux, que s'est tenue la cérémonie de clôture de cette campagne. Un choix symbolique qui souligne l'importance de cet établissement dans le dispositif de santé mentale au Gabon. L'hôpital de Mélène est l'établissement de référence pour la santé mentale au Gabon. Selon l'enquête nationale 2021, 4145 malades ont été reçus dans cette structure spécialisée. Dans ce travail, personne ne va nous acclamer. Au contraire, même, il nous retourne un peu d'ingratitude. Parfois, ça va nous décourager, mais nous poursuivrons. Et nous comptons sur beaucoup de personnes pour qu'à la prochaine édition, l'année prochaine, nous soyons plus nombreux. Soutenu par l'association Ondas qui joue un rôle crucial dans la sensibilisation et l'accompagnement des personnes souffrant de troubles mentaux et de leurs familles, ces actions visent à briser les tabous, à informer les maladies mentales et à promouvoir l'accès aux soins. Cette campagne de sensibilisation a marqué une étape importante dans la prise de conscience des enjeux de la santé mentale au Gabon. Le bilan à mi-parcours du mois de la santé mentale, pour moi, selon moi, il est positif parce que je vois beaucoup adhérer.
et beaucoup sortir de l'ignorance et beaucoup surpris aujourd'hui de savoir que la santé mentale est un droit fondamental et il est de notre responsabilité collective de faire en sorte qu'elle soit une réalité pour chaque Gabonais. Pour la suite de ce journal, on vous l'annonçait en titre, ouverture de l'atelier sur la réglementation de l'exploitation Airpass au Gabon par la direction générale de l'ANAC. Le directeur de division, le général de division, Éric Christian Franck Moussavou. Durant une semaine, tous les acteurs du secteur aérien venant de 10 pays sur le continent au sein des unités opérationnelles des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile vont se réunir dans la capitale. Plus de détails avec Jerry Bivikou Mbougou et Gérard Magnagna. L'exploitation et la prolifération de Airpass, système d'avions télépilotés ou drones, ne fait pas que des heureux, surtout dans le secteur aérien. Pour prévenir toute éventualité, les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile et la SECNA ont décidé de s'unir pour réglementer l'exploitation des drones au Gabon. L'intégration des Airpass dans l'espace aérien est un défi majeur et il est de notre responsabilité en tant qu'instance régulatrice d'anticiper, d'encadrer et d'accompagner nos États membres dans cette transformation. Le Airpass ne doit pas faire peur aux États. Au contraire, les États se doivent de se l'approprier et anticiper pour le rendre à la portée de la population. Maître d'œuvre de cet atelier, l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, entend jouer sa partition. Cette session de formation sera donc l'occasion idéale pour découvrir les évolutions réglementaires, d'échanger sur les bonnes pratiques et développer de nouvelles compétences. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de partager leur expertise, leur expérience avec nous lors de cette session de formation. Le sujet d'importance car les conséquences peuvent être dramatiques. On n'a pas encore une réglementation bien précise sur leur exploitation et donc leur évolution dans nos espaces peut induire des accidents d'une gravité, notamment au niveau des approches, au niveau des aérodromes. Et c'est nécessaire qu'on puisse développer une réglementation appropriée pour nous permettre, nous, à SECNA, de pouvoir assurer la sécurité de tout ce qui évolue dans nos espaces. Durant une semaine, les experts venant de 10 pays devront bâtir un cadre réglementaire adapté à l'évolution des Airpass. Le testament est un document écrit, juridique, légal, qui permet une meilleure gestion du patrimoine du défunt. Pourtant, son usage chez les Gabonais suscite plusieurs avis. Plus d'éclairage avec Marlène Mbina et Ludovic Bigtegué. La fin du testament, quand même, laissons les blancs avec leurs choses. Le testament, un mot qui tantôt effraie, tantôt rassure. Pourtant, c'est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés, par exemple, la transmission de ses biens. Le testament, c'est pour ceux qui mettent la valeur pour la famille. Normalement, le testament, c'est pour prouver réellement que ce bien-là t'appartient et ça peut continuer à appartenir à tes enfants. Avec les réalités que nous avons dans nos familles africaines, un testament est vraiment très utile et très important. Et l'absence du testament cause beaucoup de dégâts. Ici, l'ami d'une victime témoigne. J'ai une amie qui a perdu son mari et lorsqu'elle a perdu son mari, on a voulu arracher ses biens. La belle famille s'est levée contre elle. Et sur quoi elle n'était pas mariée. Le problème c'est que quand tu n'es pas marié légalement, quand tu perds ton conjoint, les biens ne peuvent pas te revenir. Mais par contre, s'il y a un testament, le testament va te couvrir. Toutefois, les mentalités gabonaises restent encore quelque peu réfractaires quant au testament. Vraiment, le testament, ça ne me tente pas. Parce que si tu fais un testament, c'est comme si tu creusais ta propre tombe. Je parle pour nous les Africains. Imagine-toi que tu et moi on est ensemble. Je fais un testament. Tu vas vite me tuer. Si vous êtes mariés, on ne suit pas sur ça. Maintenant, si c'est le concubinage, ça c'est maintenant autre chose. Tu as fait 10 ans avec la pauvre fille, tu as juste fait une représentation. Maintenant, quand tu décèdes, ça, c'est un autre problème. Faut-il donc faire son testament? Si oui, vers qui se tourner pour la procédure? Des réponses que nous vous proposerons dans les prochains jours. Voilà, on va parler à présent de cette crise au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, sise au quartier avenue de Cointé,
En effet, un conflit oppose les pasteurs locaux à ceux venus du Brésil, des tensions qui suscitent curiosité pour les fidèles de cette confession religieuse. Doris Krozonkulu, Jean de Dieu, Ogoms Gombi. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des pasteurs de l'Église universelle du Royaume de Dieu prêts à en venir aux mains. La pomme de la discorde résiderait dans le mauvais traitement qui serait infligé à une frange de pasteurs. Nous constatons au Gabon que les évêques et les pasteurs que vous envoyez ici ne font pas ce que vous faites. Ce que vous nous avez appris, que vous nous apprenez tous les jours à travers votre parole, c'est que vous priez pour le salut des âmes, c'est que vous investissez pour le salut des âmes. Et nous constatons que ce qui se passe au Brésil, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Ils arrivent au Gabon, ils achètent des grosses voitures que les ministres seuls que les ministres peuvent conduire, pendant que le peuple est en train de souffrir. Est-ce que c'est ça ce que vous enseignez? Quand on parle avec eux, ils nous disent que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas de Dieu, c'est nous qui sommes démoniaques, c'est nous qui devons rechercher Dieu. Eux, ils ont tout le Saint-Esprit du monde. Évêque Macédou, nous sommes fatigués. Voilà une situation qui éclabousse à nouveau un mouvement religieux au Gabon dont les leaders gagneraient à apaiser les tensions pour que la sérénité règne à nouveau. Voilà donc pour cette crise au sein du royaume de Dieu. Depuis plusieurs années, le paysage religieux connaît de multiples implantations des lieux de culte, notamment des églises dites de réveil. Face à cette prolifération, les autorités ont mis en place une réglementation visant à encadrer l'implantation et le fonctionnement de ces établissements. Pourtant, des dérives persistent, soulevant des interrogations sur l'efficacité des mesures en vigueur. Claude Sage-Boussougou Matomba, Paul Jessica Nkol pour cette analyse. Au Gabon, l'implantation des églises est régie par la loi sur les associations qui impose aux organisations religieuses de s'enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur. Cette procédure implique la soumission de statuts, la désignation de responsables et l'obtention d'une autorisation administrative. De plus, certaines municipalités exigent un permis de construire pour toute édification de lieux de culte afin de garantir le respect des normes urbaines et sécuritaires. Malgré ces exigences légales, de nombreuses églises s'installent sans autorisation officielle. Certaines utilisent des maisons d'habitation ou des espaces commerciaux transformés en lieux de prière, souvent au détriment de la quiétude des riverains. Depuis novembre 2023, le ministère de l'Intérieur a entrepris un recensement des associations à caractère religieux, culturel et philosophique, régies par la loi 35/62 du 10 décembre 1962 sur les associations au Gabon. Plusieurs facteurs expliquent la difficulté à contrôler efficacement l'implantation des églises. D'une part, l'essor de mouvements religieux attirant un grand nombre de fidèles pousse certains leaders religieux à s'établir rapidement sans attendre les autorisations requises. D'autre part, le manque de moyens de contrôle et l'absence d'une politique claire de suivi rendent l'application de la réglementation aléatoire. Face aux dérives constatées, certaines voix s'élèvent pour réclamer un durcissement des conditions d'implantation des églises. Parmi les pistes évoquées figurent la mise en place de contrôles plus stricts, l'obligation de formation théologique pour les pasteurs ou encore la délimitation de zones spécifiques pour les établissements religieux. Si la liberté de culte est un principe fondamental au Gabon, la nécessité d'un encadrement plus rigoureux apparaît de plus en plus évidente pour éviter les abus et garantir un meilleur équilibre entre pratiques religieuses et respect des règles en vigueur. Bouclons par le collectif Big City qui a tenu sa première assemblée générale de l'année 2025. Une rencontre sous fond du bilan de l'année 2024. La structure associative annonce de belles perspectives pour l'année 2025 avec plusieurs actions à mener sur le terrain. Ingrid Bijoumombo et Cédric Zendo.
L'amélioration du cadre et les conditions de vie des résidents des cités de Bikélé, situées dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum, au centre des échanges de l'Assemblée générale du collectif Big City, une rencontre qui marque ainsi le lancement de leurs activités pour le compte de l'année 2025. La sensibilisation de nos réservataires des logements sociaux de Bikélé à respecter leur engagement vis-à-vis de la SNI. Les autorités doivent avoir un regard particulier sur les logements sociaux de Bikélé. Autre sujet abordé, l'inquiétude de ces résidents de se voir privés de l'unique aire de jeu aménagé par le collectif au regard du positionnement de ces poteaux. Nous constatons malheureusement que cet espace que nous avons aménagé il y a 4 ans, sinon 5 ans déjà, est presque vendu. Donc nous voulons que la SNI nous explique. Les activités du collectif pour 2025 sont placées sous le sceau de plus d'engagement à l'altruisme et aux actions collectives. Pour cette année, nous avons répertorié certaines actions, petites actions, que nous allons mettre en place, à l'exemple des dos d'âne. Il y a plusieurs accidents, nous avons même d'ailleurs saisi les autorités. Créé le 12 février 2018, le collectif Big City a pour objectif défendre les intérêts des résidents et appuyer les initiatives de développement économique et énergétique en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses adhérents. Voilà, ainsi se referme ce deuxième rendez-vous de la semaine. Excellente suite des programmes à nos chers téléspectateurs du village Aïe Maritime. C'est dans le département du Komo-Monda.